Clémence, Oui, ça va bien? ça va bien, toi? Ben oui, ça fait un bail qu'on s'est vu pour notre premier épisode de podcast. Évidemment, tu sais, là, c'est pas un part 2, là, on fait vraiment la création de contenu capsule pour les gens qui nous écoutent, qui écoutent le long form. Parle-moi de tes nouveautés. Tu es revenu de Colombie. Comment tu es revenu? Est-ce que tu es revenu en paix, en motivation? Pas Qu'est-ce en qui s'est paix. passé? Non? Non, OK. je suis revenue vraiment dans le Dans le gros juice? rush. OK. Oui, Ouais. avec des vacances dans lesquelles j'ai dû vraiment Right. gérer beaucoup de choses. OK. Mais je te dirais que c'est le fun. C'est un rush que j'aime. Donc, Ouais. c'est mon beat. Oui, Ouais. j'adore ce rythme-là. C'est-tu épuisant d'être dans le rush ou c'est un rush éventuellement qui est positif? C'était un rush très positif. OK. Cette semaine, c'est un rush un peu plus, Ouais. différent, je te dirais, Ouais. plus demandant. Ouais. Ceci dit, tu sais, je le vois qu'après, là, ça va faire 11 mois que je me suis lancée. Donc, je commence à voir vraiment les retombées Nice. de mon développement d'affaires, de mon relationnel. Donc là, j'ai vraiment Ouais. beaucoup plus de mandats qu'avant. Donc, pour Ouais, être capable de félicitations. tous les combler, ces mandats-là, Ouais. faut que je m'y mette. Donc, c'est du travail, mais j'adore. Ça reste toujours très... ça reste ma passion numéro 1, le recrutement. Donc, Clairement, ça paraît vraiment aussi très heureuse, ouais. quand tu t'exprimes. Je veux savoir, les retombées suite à notre premier épisode, ça a été quoi les commentaires, les gens qui t'en parlaient finalement? super positif. Écoute, Nice. j'ai eu beaucoup de commentaires positifs suite au long form, justement, Ouais. à l'épisode qu'on a vraiment lancé. Je pense C'est que le fun, ça a ça. inspiré plusieurs personnes à se lancer en affaires au niveau du recrutement Ouais. aussi. J'ai vu 4-5 personnes dans mon OK. entourage se lancer suite à ça. Les commentaires que je recevais, mon Dieu, ça a été inspirant. vraiment J'ai nice. vraiment aimé voir tout ce que tu as décrit là, au niveau du marché de l'emploi, le fait de te lancer. Tu sais, je pense que ça regroupait différents éléments qui sont très intéressants et au niveau marché de l'emploi 2025, recrutement et aussi là, le lancement en affaires. Donc, c'est venu chercher là, différentes catégories de personnes. Ouais. Mais j'ai des très bons commentaires. Oui. C'est le fun parce que oui, tu sais, l'épisode au complet, je te dirais que c'est ce qui est vraiment vu en grande quantité, c'est les petites capsules. Mais le long form, quand on voit qu'il performe vraiment bien comme ton épisode, c'est un succès là, ça, dans le sens que là, on a vraiment eu un impact, ça reach out les bonnes personnes. Puis non seulement ça l'a inspiré certaines personnes à se lancer en affaires. Absolument. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus comme impact par rapport à ça? J'ai des gens qui ne sont même pas dans le domaine qui m'écrivaient, là, comme quoi C'est ils allaient comme suivre fou, le podcast. Donc, j'ai été vraiment très surprise. Je suis contente d'être d'embarquer dans l'aventure avec toi là, par rapport à ça. C'est le fun. Ah, merci. Je te donne beaucoup de crédit aussi. Merci, j'apprécie. C'est la passion, finalement. Tu sais c'est quoi. Fait qu'on commence en force. Oui. Fait que la première section, c'est conseils pour les candidats pratico-pratiques. C'est quoi l'erreur la plus fréquente qu'un candidat peut faire? Oui, cette année, j'ai vu beaucoup de candidats faire cette erreur-là, c'est d'être très demandant au niveau des avantages qu'ils souhaitent avoir. Donc, comme ils sont sortis d'un marché de l'emploi qui a été très favorable aux candidats dans les dernières années, ils ont gardé, si on veut, cette habitude-là. Ils ont goûté au télétravail qui est devenu très populaire, qui est devenu très apprécié aussi. Donc, c'est très en demande. C'est un critère qui est encore énormément en demande. Ce que les candidats ne savent pas parfois, c'est que c'est important de faire ses preuves, selon moi, avant de tout demander dès le début. Ça peut faire peur à certains employeurs, les candidats qui ne vont pas déroger de certains critères et qui vont demander le 100% télétravail ou absolument le télétravail hybride. Il faut savoir que puis il faut savoir se mettre aussi à la place de l'employeur. C'est important de faire ses preuves aussi. Souvent, l'employeur va être frileux à l'offrir dès le début, mais il va avoir une certaine ouverture s'il voit que le candidat ou la candidate se donne pour son travail, qu'elle est impliquée. C'est beaucoup plus facile d'aller demander ce type d'avantage-là par la suite, une fois qu'on a livré un peu la marchandise, qu'on a fait ses preuves. Moi, c'est vraiment je parle d'expérience. Ouais. C'est ce qui m'était arrivé aussi, moi, sur le marché de l'emploi lorsque j'étais plus jeune. Je suis quelqu'un qui avait certains critères, mais je dépassais les objectifs comme ça se pouvait pas. Donc, j'ai appris à livrer la marchandise, puis après ça, à faire certaines demandes qui étaient, bien entendu, acceptées parce que mes résultats dépassaient ceux des autres, si on veut. Donc, nice. C'est ce que je vois comme erreur la plus fréquente cette année encore. En 2025. Dont cette semaine, oui. Cette semaine, OK. Oui. Il y en a qui sont assez... qui ne dérogent pas de certains critères. Mais là, on rentre dans un marché de l'emploi qui est plus difficile. Il y a beaucoup de coupures en entreprise à cause de la situation économique. Donc, il y a des grandes entreprises qui ont fait beaucoup de coupures. Il y a beaucoup plus de candidats disponibles dans le marché, ce qui crée inévitablement de la compétition supplémentaire en entrevue. Donc, ça fait en sorte que les candidats doivent être un petit peu plus flexibles parce que ça peut venir faire la différence sur si c'est eux qui vont être choisis ou non en entrevue, si eux sont trop exigeants, justement, là, au niveau des critères de recherche ou d'embauche. Là. Quand tu dis flexible au niveau du candidat, qu'est-ce que ça implique?
au d'être niveau plus de... flexible, Ouais. de laisser tomber certaines demandes qui ne sont pas nécessairement essentielles, si on veut. Comme le télétravail, c'est quelque chose de vraiment très apprécié, c'est très agréable à avoir, mais ce n'est pas nécessairement essentiel, à moins d'habiter à 3 heures de ton lieu de travail. Mais j'en vois de moins en moins. La plupart du temps, maintenant, les gens cherchent vraiment à travailler proche de la maison. Donc, c'est ce critère-là, je pense, qui devrait être un petit peu plus flexible de la part des candidats. Ça ou, bon, les horaires flexibles ou toutes sortes d'autres avantages, mais être capable de faire ses preuves avant d'exiger, si on veut, dès le début, là, ce type d'avantages-là. Surtout en ce moment, je veux dire, avec le marché, les marchés financiers, la baisse, la bourse, ça doit... Tu sais, il y a un stress, tout le monde vit ce stress-là. Oui. Plus les employeurs, du genre, OK, il faut peut-être réduire justement notre main-d'œuvre ou repenser à mieux sélectionner nos candidats. Fait que... Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi depuis les derniers mois. On le voit. Mon Dieu, des grandes entreprises. J'ai beaucoup de candidats. Une autre que je téléphonais ce matin, justement, ça fait 2 mois qu'elle est à la recherche, elle n'a pas trouvé encore. Super belle candidature, mais il y a des resserrements. Donc, il y a moins d'embauches actuellement, ce qui explique là, que... Il y a moins d'embauches, il y a des coupures et il y a plus de candidats disponibles dans le marché. Donc, c'est intéressant. En réalité, un candidat qui est confronté à cette réalité-là du marché, est-ce que ça serait qui se motive à peut-être innover, à apprendre des nouveaux skills, de nouvelles compétences qui peuvent être valuable par rapport à l'employeur? Oui, 100%. Je pense qu'à compétence égale avec quelqu'un d'autre en entrevue, ça peut être ça qui va te démarquer et ou ta belle personnalité, donc te démarquer en entrevue, maximiser tes chances, pas seulement envoyer ta candidature sur un poste, maximiser tes chances, l'envoyer sur plusieurs et aussi s'armer de patience parce que c'est vraiment un marché qui est différent. Même du début de l'année. Là. Donc, en quelques mois à peine, on a vraiment vu une grande différence avec les annonces budgétaires, le resserrement économique, donc les coupures, voilà. C'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu vois chez les employeurs dans le processus d'embauche? Oui, c'est ça. C'est drôle que tu me poses cette question-là. Ça m'est arrivé ce matin avant d'arriver ici. C'est vraiment de faire une offre à un candidat en bas des attentes salariales du candidat. Donc, moi, quand j'envoie des candidats, j'envoie toujours une description selon, justement, les compétences de la personne, ce que la personne recherche au niveau salarial. Et si je note cette attente salariale-là, c'est que c'est important pour la candidate ou le candidat. Il me l'a mentionné en entrevue. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on peut faire un processus de 2-3 semaines. Puis parfois, j'ai des entreprises qui me reviennent avec une offre qui est complètement en bas des attentes salariales. Le candidat se sent dévalorisé. Il se retire du processus. Il n'a pas envie de poursuivre. Il voit là un employeur qui ne le paye pas à sa juste valeur ou qui ne le considère pas comme il devrait. J'ai déjà une candidate qui s'est sentie dévalorisée et qui, après 1 mois de processus, s'était retirée du processus à cause de ça. Puis elle m'avait mentionné clairement, Clémence, je ne me suis pas sentie valorisée à cause de ça. Puis effectivement, elle m'en avait parlé, c'était important pour elle, donc j'ai pris la peine d'envoyer la candidature selon ses attentes salariales qui n'ont pas été respectées. J'en ai une autre encore hier, une autre cliente qui m'a fait un peu ce coup-là. Elle m'a posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Ça se fait, mais ce n'est jamais une stratégie que je vais recommander. Si on veut vraiment avoir un beau processus, tu ne souhaites pas comme employeur débuter une relation d'emploi avec quelqu'un qui pense qu'il a été dévalorisé. À l'inverse, un employeur qui donne juste un petit peu plus que ce qui a été demandé, ça fait en sorte que tu personnalises un peu ta relation avec le client, tu lui fais sentir que tu es fier aussi de cette personne-là, que tu la vois à long terme. Ça peut juste bien débuter comme relation d'emploi. Que le candidat ait un sentiment d'être valorisé, si on veut, d'être payé à sa juste valeur. Donc. Je pense que c'est la base, là, quand tu veux créer une relation de confiance avec un potentiel employé, justement de travailler puis de lui offrir à sa juste valeur, puis même un peu plus de dire hey, agréablement surpris, ça me tente encore plus de m'impliquer dans cette entreprise-là. Oui, puis parfois, les entreprises ne le savent pas, mais 2 semaines après, si la candidate se fait approcher par un autre chasseur de tête pour se faire proposer un poste, ça peut venir faire la différence entre « Ah, écoute, j'ai pas tant l'impression qu'ils me veulent ici ou qu'ils réalisent à quel point j'ai des compétences et autres. » Donc, ça fait en sorte que la candidate, ça peut jouer sur sa décision de partir ailleurs, finalement, ou de dire oui à une offre d'emploi qui lui tombe dessus. Ça aussi, ça m'est arrivé dans la dernière semaine. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans la dernière semaine. Suite à exactement cette situation-là, l'employeur avait offert finalement une offre en bas des attentes de la candidate. La candidate a fini par accepter finalement parce que sur le moment, elle a besoin de travailler quand même. Hein. Tout le monde a besoin de payer ses choses. Donc, elle a dit oui, mais ça a fait en sorte qu'elle n'a pas eu le sentiment d'appartenance, si on veut, à l'entreprise. Et quand un autre chasseur de tête l'a approché, 2 semaines après l'embauche, ben là, les conditions pour elle étaient peut-être
pas tant intéressante, assez pour qu'elle reste en poste. Elle a dit oui, elle est partie. Donc, c'est sûr qu'après, l'entreprise peut penser que c'est les candidats qui ne sont pas bons. Les candidats sont excellents, mais pour être capable de les retenir en poste, il faut être capable d'avoir une offre davantage qui est intéressante aussi et qui correspond à leurs attentes. OK. Il y a une petite question qui n'était pas donnée, mais ça vient me passer par la tête. Qu'est-ce que tu penses des employeurs qui mettent une offre d'emploi sur Indeed, par exemple, qui ne mentionnent pas le salaire? C'est une très bonne question. En fait, je comprends les deux côtés parce que moi, je suis vraiment l'intermédiaire entre les deux. Ouais. Les employeurs peuvent voir souvent, ils vont y aller avec les candidatures qu'ils reçoivent. Donc, parfois, ils vont adapter un peu le poste à ce qu'ils reçoivent comme candidature. Donc, c'est pour ça qu'ils ne mettent pas nécessairement de braquette comme telle. Ceci dit, pour le candidat, c'est beaucoup moins intéressant. C'est comme si tu as trop d'options. Donc, quand tu as trop d'options pour quelque chose, ça fait parfois l'effet contraire. Il n'y a rien qui se passe, c'est moins intéressant. Donc, les gens ont moins tendance à postuler sur ce type de poste-là. Puis quand c'est trop ouvert, c'est comme si c'est ça. Il y a trop d'options, donc on ne sait pas finalement qu'est-ce que c'est exactement ou qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc, au niveau des candidats, je le vois qu'il y a une grande différence. Quand le salaire n'est pas mentionné, c'est beaucoup moins intéressant pour eux. Bien, clairement. Clairement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Puis on dit, bon, c'est quoi vos expectations en anglais, vos attentes salariales? Puis là, tu mentionnes un salaire horaire, par exemple, ou un par année. Finalement, ben là, c'est pas dans le budget ou, tu sais, nous, on avait plus ça en tête. Puis là, viens-tu de perdre mon temps? C'est comme si l'employeur n'avait pas une idée claire du profil qu'il recherche. Si tu affiches un poste de technicien comptable, parfois, justement, les entreprises vont me demander, Clémence, ça vaut combien dans le marché de Sherbrooke? Ça vaut combien dans le marché de Granby? Ils n'ont pas cette connaissance-là, ce qui est normal. Moi, je suis vraiment spécialisée là-dedans, donc j'ai cette connaissance-là. Je vais leur donner. Mais c'est sûr que pour eux, ça devient, je pense, difficile d'afficher un poste selon ce qu'ils recherchent s'ils n'ont pas nécessairement la bonne braquette. Ils n'iront pas chercher les bons candidats pour leur poste. À l'inverse, pour les candidats, c'est pas super intéressant de ne pas avoir de salaire parce que, comme je disais tantôt, quand c'est trop large, c'est pas assez précis. Donc, c'est comme si le client l'entreprise n'a pas une idée claire de ce qu'il recherche, si on veut. Ben, ça doit être moins commun. Je veux dire, souvent, il y a une braquette, là, tu sais, vraiment, comme tu te dis, ça commence à ça jusqu'à ça, ou potentiel. Fait que tu te dis, OK, environ, je peux m'attendre à ça. Souvent, il y a une braquette. Ceci dit, moi, la première question que je vais poser en prise de mandat avec mes clients, ça va être s'ils sont ouverts à avoir des candidats qui ont des attentes salariales un petit peu plus élevées. Pourquoi? Parce que je connais exactement ce que ça vaut dans le marché une technicienne comptable, une analyste comptable. Donc, même si l'entreprise est seulement prête à payer 60 000 ou qu'il pense que ça vaut 60 000 dans le marché, parfois, on peut passer à côté d'une super bonne candidate qui correspond à toutes les attentes et qui a une attente salariale un petit peu plus élevée, mais qui a un salaire au marché, finalement. Donc, c'est toujours difficile là, d'y aller avec les attentes de l'entreprise, l'équité interne et ce qui est demandé pour le poste aussi et le marché actuel. Donc, parfois, tu as une candidate qui sort de grande entreprise, c'est sûr, son salaire est un petit peu plus élevé que dans une PME. Par contre, la PME a autre chose à offrir qu'on ne retrouve pas en grande entreprise. Plus de responsabilités, plus de projets, plus de flexibilité. Tu sais, je pense qu'il y a une valeur ajoutée justement à venir travailler dans une plus petite entreprise. Peut-être il y a plus la vibe familiale aussi, moins corporate, bas brun, là, quand on parle de comptabilité. Disons qu'on a un technicien comptable qui cherche un emploi. Ça serait quoi la valeur ajoutée de postuler pour une PME, justement, versus une plus grande entreprise implantée? C'est une super bonne question. En fait, moi, j'en vois de tout. J'en vois tous les jours parce que, bon, je fais affaire avec et des grandes entreprises et des PME. J'ai des candidats qui sont faits pour la grande entreprise. Il y en a d'autres qui sont faits pour la PME. Donc, chacun a des avantages différents. Souvent, en grande entreprise, ça va être beaucoup plus structuré. Donc, quelqu'un qui aime vraiment bien la structure claire, les tâches bien définies, les tâches plus segmentées aussi, qui réussit bien dans une certaine routine, ça va être super intéressant à ce niveau-là. Et au niveau des avantages, les grandes entreprises vont souvent avoir, des congés mobiles, ils vont avoir une gamme d'avantages sociaux intéressantes qui est revue à chaque année. Donc ça peut être très sécurisant pour un candidat. À l'inverse, la PME, on a besoin de gens polyvalents parce que souvent en PME, tu vas te retrouver à avoir une description de tâches qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, donc tu touches à beaucoup de choses. Donc, ça va être plus les candidats, je les appelle un peu mes pieuvres parce que vraiment, ils vont toucher à tout. C'est des candidats polyvalents. Il faut que tu aies de la drive en PME, il faut que tu sois allumé, il faut que tu aimes quand ça bouge. Et au niveau des avantages, ce que les petites entreprises vont pouvoir offrir, eux, ils vont plus jouer au niveau de la flexibilité. Donc, le vendredi PM de congé, tu vas pouvoir rentrer un peu à l'heure que tu veux si ta charge de travail est faite. Ça va être vraiment là qu'ils vont se démarquer. Et au niveau de l'ambiance conviviale, donc, autant tu as des candidats pour
fait pour la grande entreprise, autant tu en as qui aiment la petite PME, l'ambiance conviviale. Et moi, je fais partie de ça. Même si j'ai souvent travaillé en grande entreprise, j'adore l'ambiance conviviale des petites entreprises maintenant. C'est sujet aussi à évoluer, dépendamment comment on vieillit, de nos expériences aussi d'emploi. Où on est rendu dans notre carrière, comme absolument. Ça peut changer, ça peut évoluer. Mais je suis d'accord, c'est quand même un avantage justement, une plus grande entreprise qui est implantée et qui offre une stabilité, une sécurité justement d'emploi, avantages sociaux, puis que tout dépendant, t'es rendu où dans ta carrière, tu dis, ben moi, j'ai cet emploi-là qui m'amène un certain bonheur, certains objectifs qui sont atteints, puis moi, je peux me concentrer sur ma vie personnelle, peut-être un petit peu plus voyager, investir dans mes passe-temps, prendre du temps avec ma famille. Il y a ça aussi qui est important. Peut-être qu'en début de carrière, c'est plus intéressant aussi de s'investir dans une PME, c'est comme c'est le fun, ça dépend de rendu, effectivement. Ça dépend vraiment de ton parcours, effectivement. Moi, je pense que la grande entreprise peut être une super bonne école, exemple pour un entrepreneur, quelqu'un qui veut se lancer. Moi, je suis très contente personnellement d'avoir fait le parcours en grande entreprise pour avoir connu aussi différents milieux. Puis après ça, tu crées un peu ta propre recette. J'ai tendance à dire comme conseil, tu vois, en 2025, aux candidats, j'irai pas nécessairement avec la grande ou la petite entreprise. J'irai plus avec... Moi, le critère que j'irais rechercher, ce serait la sécurité d'emploi en 2025. Parce qu'en grande entreprise, on a beaucoup de coupures cette année. En PME, tu le sais jamais non plus si ça peut planter. Tu peux avoir, en OBNL, tu peux avoir une subvention que tu reçois pas. Donc, encore là, une coupure de poste. Donc, il peut arriver toutes sortes de choses. D'y aller avec un produit qui est essentiel. On l'a vu suite à la COVID. Les entreprises qui ont des services essentiels et produits essentiels, c'est vraiment quelque chose qui perdure dans le temps. Et aussi d'aller chercher une entreprise qui est bien établie. Ça fait 20 ans qu'elle est sur pied, bien établie, en pleine croissance. Moi, c'est vraiment cette sécurité-là que je conseillerais aux gens d'aller chercher en 2025. Actuellement, oui. Puis je pense que d'avoir un œil beaucoup plus rattaché à nos finances personnelles, où est-ce qu'on place notre argent, où est-ce qu'on la dépense inutilement, puis d'avoir un emploi justement, aux 2 semaines, tu as ta paye, mais ça peut être sécurisant, puis avoir une paix d'esprit, je pense qu'il y a une grosse valeur à ça en ce moment-là. Oui, absolument. Ça joue d'avoir une certaine sécurité parce que les changements d'emploi, c'est ça qui te coûte, finalement. Tu es toujours en train de réapprendre des nouvelles choses, de te reconstruire. Autant pour l'employeur que pour l'employé, c'est toujours réapprendre. Exactement. Réapprendre. Est-ce qu'il y a un fit avec le nouvel employeur aussi? C'est ce que des fois les entreprises ne comprennent pas non plus. T'as beau... on prend un exemple. L'entreprise me fait une offre en bas des attentes. La candidate quitte finalement parce qu'elle n'est pas heureuse, elle s'est sentie dévalorisée. On refait un autre processus. C'est du temps, c'est de l'argent dépensé, c'est de la formation qu'on a mis sur une employée. L'employé quitte. Donc, en tout et partout, il y a tellement une plus grosse dépense là que d'avoir fait un investissement, selon moi, qui est de payer une facture, de trouver la bonne personne en poste qui reste à long terme, qui connaît les rouages de ton entreprise. Ça a tout un impact significatif. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai jamais vu... quand on place un employé, c'est vraiment... Il faut le voir comme un investissement et non une dépense. C'est quelques milliers de dollars qui t'en apportent beaucoup plus pour la suite et une paix d'esprit pour pouvoir, toi, te concentrer sur tes tâches comme propriétaire d'entreprise, sur ta mise en marché de tes produits, sur bien d'autres choses là, que ton recrutement qui est toujours à recommencer. C'est une énorme perte d'argent pour beaucoup d'entreprises. Oui. Puis, tu sais, pour finir ce sujet-là, ce qui est intéressant, c'est que si tu fais vivre une expérience exceptionnelle avec cet employé-là, le bouche à oreille positif qui va se faire passer, il peut te référer ton second ou la meilleure personne que tu vas engager dans les prochains mois. On ne sait pas. T'es aussi mieux de mettre la coche justement avec cette personne-là. Beaucoup d'entreprises l'oublient, ça, mais à plusieurs niveaux et au niveau des suivis des personnes, même les personnes qui ne sont pas retenues en entrevue, de ne pas faire un suivi à quelqu'un te coûte très cher. La réputation d'entreprise, ça se bâtit justement sur le service candidat, le service client. Donc, une personne qui n'a pas été satisfaite ou qui n'a pas reçu de suivi en parle à sa famille, en parle à son réseau. Si elle est en comptabilité, elle en parle justement à toutes les personnes avec qui, elle a été à l'école, ses collègues. Donc, ça lui laisse un goût amer de l'entreprise. Ça a vraiment des répercussions. Puis il y a certaines entreprises qui ne pensent pas à ça. Et c'est très, très, très important. Puis on s'entend qu'une personne insatisfaite va en parler à beaucoup plus de gens que l'inverse. On le voit souvent sur les réseaux, dans les commentaires. C'est très important de faire attention à ce type de choses-là, au suivi. Exactement. T'as beaucoup plus de mauvaise presse que de bonne presse. Fait que t'es aussi mieux de mettre tous tes œufs de ton côté. Toutes les chances de ton côté. Prochaine question.
Clémence, disons que tu as un employeur qui t'approche pour placer un technicien comptable, mais qui n'est pas à l'aise avec les mandats d'exclusivité, les contrats d'exclusivité. Est-ce que tu poursuis l'aventure avec lui? Oui, 100%. Moi, c'est vraiment ma méthode de fonctionnement. En fait, même moi, comme consommatrice, j'ai jamais voulu me sentir bloquée avec une entreprise. Donc, j'aime bien justement que l'employeur puisse poursuivre ses recherches en parallèle avec moi. Donc, moi, je suis vraiment complémentaire à la personne au niveau des ressources humaines pour son recrutement. Parce que l'idée derrière tout ça, c'est que l'entreprise trouve en fait la perle rare. Puis parfois, ça peut arriver que ça soit pas moi nécessairement qui la place, mais que cette perle rare-là lui tombe dessus. Donc, je veux pas que l'employeur se sente bloqué avec mes services. Je veux qu'il ait envie d'utiliser mes services. Donc, dans 98% des cas, j'ai plusieurs agences sur les mandats. Comme une cliente qui m'a dit ça l'autre jour, écoute, j'ai déjà 3 agences sur le mandat. Parfait, essaye-moi. C'est moi qui l'ai comblé finalement. C'est souvent comme ça, je te dirais, ça arrive souvent. Et ça s'explique dans le sens où je suis spécialisée. Je ne suis pas une agence généraliste. Donc, ça fait en sorte que mon bassin qui est très, très spécifique, m'aide énormément dans mon efficacité, ma rapidité à référencer là, mes candidats chez mes clients. Ce qui peut vraiment accélérer là, la vitesse d'exécution, si on veut, et ce qui vient faire la différence entre justement une agence spécialisée et une agence qui est plutôt généraliste. Mais pour moi, c'est vraiment important que l'entreprise trouve la bonne personne. Oui. Donc, pour cette raison-là, c'est important pour moi de ne pas demander nécessairement un frais dès le début et de ne pas non plus travailler en exclusivité. C'est des situations qui peuvent arriver souvent ou c'est vraiment aléatoire par rapport à ça? Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Des fois, on est dans un processus de recrutement, puis finalement, il y a quelqu'un à l'interne qui se manifeste. Ma cliente me dit, Clémence, finalement, écoute, il y a quelqu'un à l'interne qui s'est manifesté pour le poste. On met ça sur le hold. Ça peut arriver, puis c'est correct parce que ma cliente me revient après. On a un autre rôle. C'est une confiance que j'aime avoir avec cette cliente-là et je ne veux pas qu'elle se sente mal. C'est normal. C'est des choses qui peuvent arriver en entreprise. Ils aiment faire justement grandir les gens. Puis même moi, je trouve ça magnifique. Donc, je veux les encourager là-dedans. Je vois pas ça comme du travail qui est fait pour rien. C'est un risque du métier et ça arrive tellement peu souvent que j'ai aucun problème à continuer de cette façon-là. Je voudrais pas qu'une entreprise fasse affaire avec moi et se sente bloquée dans tout ça. Je préfère vraiment l'approche de se sentir libre et de livrer pour pouvoir par la suite obtenir justement mon résultat, mon succès, mais j'ai envie que mon client soit satisfait du service rendu, si on veut, d'avoir atteint là, l'objectif final. Puis tu sais, je te lance des fleurs, mais c'est fou, je trouve, puis vraiment intéressant pour toi d'avoir ce mindset-là, 11 mois en lancement. Ça en démontre beaucoup sur toi puis tes valeurs, fait que c'est absolument. Très, très pertinent, c'est le fun. Je pense une confiance aussi, c'est très gentil. Confiance merci, en Anthony. soi. Une confiance, oui, puis une confiance en son travail. Je ne fonctionnerais pas comme ça si je pensais que les mandats, je les comblais jamais. Ah ben là, c'est sûr que, bon, à un moment donné, il faut payer ses factures. Mais si on veut, j'ai toujours été habituée à cette façon de fonctionner-là et j'aime ça. Puis moi-même, comme consommatrice, justement, c'est une façon de fonctionner qui me fait sentir bien et que je le vois que mes entreprises aiment ça aussi. C'est ce qui va venir faire la différence entre, justement, se sentir bloqué ou se sentir libre d'aller avec quelqu'un pour que tout le monde, ensemble, on trouve la meilleure ressource, si on veut. Je suis curieux, c'est quoi que les entreprises ne réalisent pas toujours quand ils lancent ou ils démarrent un processus de recrutement? C'est une excellente question. J'ai beaucoup d'entreprises qui, en fait, la plupart des entreprises veulent toujours les meilleurs candidats. Ce qu'ils ne réalisent pas toujours, c'est que les meilleurs candidats veulent aller dans les meilleures entreprises. Donc, c'est super important d'avoir une belle offre d'avantages qui va venir attirer ces meilleurs candidats-là. Donc, ça peut être au niveau télétravail, ça peut être horaire de travail, flexibilité, niveau attente salariale aussi, respectée. Donc, il y a toutes sortes de critères, mais si on veut attirer les meilleurs candidats, c'est super important que notre offre d'avantages sociaux soit aussi conséquente pour non pas seulement attirer ces candidats-là, mais les retenir en poste aussi. Donc, comment est-ce que ton entreprise Pure RH se démarque dans un marché quand même qui est assez compétitif? C'est une très bonne question. En fait, moi, ma recette, c'est assez différent, je trouve, des autres. Je vais vraiment être spécialisée dans un domaine pour un territoire précis. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai toujours un très grand bassin de candidats disponibles. Donc, je sais exactement qui recherche en entreprise, qui est un candidat passif. C'est un peu l'avantage, en fait, parce que quand tu fais affaire avec un chasseur de tête, il a accès à un bassin de candidats qui travaillent à chaque jour, qui vont travailler, mais
qui ont de l'ouverture pour d'autres postes. Donc, ils le savent que je vais les contacter dans quelques semaines, dans quelques mois, dès que j'ai des opportunités qui correspondent à leurs critères. Donc, en étant spécialisé pour un territoire précis et une spécialité précise, c'est que ça fait en sorte qu'on peut référer tellement plus rapidement qu'un chasseur de tête qui est généraliste. Donc, et pour ça, j'ai besoin de dire non parfois à certains clients, d'envoyer des mandats plutôt chez des partenaires avec qui je vais collaborer parce que moi, j'ai fait le choix de rester spécialisé. C'est ce qui me démarque dans le marché et qui fait en sorte là, que je suis doublement efficace et que je peux référer encore plus rapidement là, que d'autres agences. Au niveau des agences dans ton domaine, est-ce qu'il y a des agences qu'il y a plusieurs recruteurs? Mettons, tu as une équipe de recruteurs à l'interne, puis toi, tu supervises cette équipe-là, un peu comme une agence de courtier immobilier, qu'une équipe de courtier en dessous de son aile. Est-ce qu'il y a ce potentiel-là qui t'intéresse ou tu préfères en ce moment, là, c'est sûr que ça fait 11 mois, tu préfères rester Clémence pour pur RH? Comment tu vois ça en ce moment? As-tu une vision par rapport à ça? Me suis posé la question, ça fait 1 an que je suis là-dessus. J'ai des gens qui m'ont approché, clairement, parce que, l'entreprise va bien, ça fonctionne bien. J'ai eu vraiment des beaux résultats. Donc, c'est sûr que je suis très, très contente de tout ça. J'ai travaillé fort, par contre. Mais oui, ça peut être intéressant d'avoir justement quelqu'un qui développe un autre territoire et tout ça. C'est sûr que comme chaque personne qui engage, on doit mettre du temps de formation sur cette personne-là. On doit lui expliquer un peu comment ça fonctionne. Et ce n'est pas un profil 100% facile à aller trouver. Parce que, oui, tu as le côté recruteur, mais quand tu fais du 360, tu as le côté aussi de développement d'affaires. Donc, il faut que j'aie une personne qui est crédible auprès des clients. Il faut que j'aie une personne qui aime le développement d'affaires, qui n'a pas peur d'aller dans une entreprise pour offrir ses services, qui connaît assez la comptabilité pour pouvoir en parler, qui a cette compréhension comptable-là logique, mélangée au développement d'affaires, mélangée au recrutement, parce que, bon, tu dois faire tes entrevues aussi comportementales, aussi évaluer les gens. Donc, c'est vraiment... C'est assez complexe comme travail, finalement. Puis parfois, j'ai même des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait day-to-day parce que ça peut quand même être compliqué. Il faut aussi une personne qui est à l'aise aussi de négocier pour les offres d'emploi, de protéger les intérêts, si on veut, des candidats et de protéger les intérêts aussi des entreprises pour être capable de faire un bon compromis là, entre les deux, puis un maillage parfait entre les deux. Donc, il faut des aptitudes aussi de négociation. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas facile à trouver comme profil. Et quand tu trouves quelqu'un qui a assez de drive pour justement faire tout ça, tu ne veux pas non plus l'engager puis que cette personne-là parte à son compte aussi après. Donc, il te faut vraiment un excellent numéro 2, si on veut. C'est vraiment ça comme profil qui doit être engagé pour ce type de poste-là. Non? As-tu cette peur-là, justement, d'engager une machine, justement, qui peut-être qui réalise que, hey, je pourrais me partir à mon compte? C'est une excellente question. Puis je parlais avec un de mes partenaires l'autre jour par rapport à ça. Je te dirais que non, parce que à la limite, d'avoir cette crainte-là, ça fait en sorte que tu t'assois jamais justement sur ton vieux gagné, si on veut. Que ça te pousse, toi, à toujours continuer de pédaler, à jamais surfer la vague, mais à tout le temps essayer de t'améliorer, puis à trouver des façons de te démarquer. Si vraiment... tu es bon dans ce que tu fais, ça veut dire que tu te démarques, ça veut dire que tu as une certaine confiance, tu as quelque chose qui fait en sorte que tes clients t'aiment toi et non nécessairement l'autre, ou aiment l'autre pour différentes raisons, si on veut. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à toi de te démarquer dans le marché. C'est ça, la business. C'est pour ça que moi, j'ai toujours aimé... Tout le monde me demande tout le temps pourquoi tu vas manger avec plein de compétiteurs, tu vas toujours dîner avec des compétiteurs. Je les vois pas nécessairement comme des compétiteurs, je les vois aussi comme des collaborateurs parce que ces gens-là, écoute, ils ont beau travailler pour une autre agence, faire un peu la même expertise que toi, c'est les personnes les mieux placées pour te comprendre day-to-day. Ils ont exactement le même quotidien que toi, tu vis des choses en commun avec eux. Puis je trouve que c'est très inspirant. Tu sais, moi, quand je me suis partie en affaires, je l'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui se sont parties. Puis c'est correct, au début, les gens se cherchent, les gens ont besoin d'inspiration pour se trouver. Puis je trouve que c'est beau et magnifique d'aider les autres et de s'inspirer des autres aussi, parce que parfois, on n'a pas nécessairement pensé à une certaine idée, mais on la voit, on voit quelqu'un qui réussit dans telle chose. Donc, c'est très inspirant, c'est le fun. Puis je trouve ça bien. Puis j'ai toujours été très axée sur la relation d'aide, donc j'aime pouvoir aider les gens, puis que les gens ne sentent pas qu'il y a nécessairement une compétition. Puis à la limite, une compétition, c'est sain. Il y a de la place pour tout le monde dans le marché. Il suffit de se démarquer, de faire ses preuves, d'avoir confiance en son travail, d'être authentique aussi, ça fait toute la différence. Mais moi, je pense qu'au-delà de la compétition, il y a de la collaboration qui peut exister 100%. Moi, je pense compétition, on jette ça par les fenêtres, c'est rendu compétition. OK. Moi, je le vois vraiment de même. J'ai jamais connu ce mot-là. Compétition, c'est collaborer, coopérer, avec une partie de compétition, mais c'est
dans notre domaine, peu importe le domaine, on peut s'échanger des clients, justement par territoire. Oui. Pourquoi moi, je me prendrais une cote sur le mandat où genre, hey, pour vrai, ça me fait plaisir de te référer à cette personne-là, je sais que tu vas être en bonne main. Il y a cette valeur-là, puis il y avait un truc que tu as parlé, d'aider les autres, mais dans l'objectif de juste aider aussi. Aider pour aider, pour le plaisir. Là. Ouais. Je donne un exemple concret. Là, mais genre, récemment, j'ai eu une personne, il me dit hey, je veux partir un podcast, je sais pas trop comment vous me lancer. Tout ça. On se book un meeting, et gratos, ça fait vraiment plaisir. Là, on va se prendre 30 minutes, 1 heure, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer, moi, comment j'utilise, c'est quoi ma stratégie, comment je fonctionne. Puis toi, tu l'appliques comme tu veux, mais je suis un livre ouvert à chaque fois. Je dis, ça va me faire plaisir d'aider. C'est pas des notions que j'ai inventées, là. C'est des notions que j'ai apprises. Là, ça fait plaisir. Là. Oui, puis tu sais, si la personne, elle vient te voir, c'est qu'elle te trouve bon, elle te trouve inspirant, c'est cool. Valorisant. Right. Mais oui, de transférer ses connaissances, de sentir que ton travail est apprécié. Il n'y a rien de plus plaisant que ça. Ça pourrait être facile de dire, j'ai pas le temps, ça me tente pas. Je vais prendre le temps, là. Ça me fait plaisir. Même s'il n'y a rien qui va en sortir de ça, ça va être ma bonne action de la journée, ça va me faire plaisir de t'aider. Ouais, je pense que faut en mettre un petit peu par-ci par-là dans nos semaines, ça fait du bien. Ben oui, c'est le fun, c'est des beaux moments. Puis non, moi je suis toujours contente d'aider les gens. Puis parfois ils passent par justement ce que j'ai passé il y a 11 mois. Ouais. C'est drôle parce que mes anciens, c'est ça, j'ai certains collègues qui se sont lancés en affaires, puis on est tous à des steps différents. Moi, il y a quelques mois, j'étais là je suis rendue ailleurs. J'ai beau rester, si on veut, seule au niveau du recrutement. Mon entreprise, elle a énormément évolué, puis j'ai vraiment un thinking qui est complètement différent de ce que j'avais au départ. Donc, c'est le fun de pouvoir conseiller les gens parce que je me rappelle, c'est vrai, moi, il y a 6 mois, j'étais là, puis je me posais la question comment j'allais envoyer ce message-là, quelle allait être mon expertise. J'avais un peu les mêmes questionnements, donc... Très nice. Oui, c'est le fun. C'est super cool. Ben, je pense qu'il y a un fit là-dessus. Là. Ouais. Si tu pouvais changer une chose dans l'industrie du recrutement demain matin, ce serait quoi, tu sais? Moi, je reviendrai au télétravail. Okay. Je pense que c'est un critère qui m'est énormément demandé. Donc, ça n'a pas dérougi, le télétravail, la demande du télétravail de la part des talents. Je le sais que, en resserrement économique, c'est une des premières choses qu'on délaisse, ce qui est assez ironique quand tu y penses, parce qu'à l'inverse, quelqu'un qui travaille de la maison, oui, tu sauves énormément de coûts. Mais en resserrement économique, les entreprises veulent voir ce que les gens font, veulent resserrer. C'est vraiment une tendance qu'on voit au niveau de la sécurité, si on veut. Mais ça fait en sorte que les candidats regardent ailleurs, ils cherchent autre chose. Les candidats ont adoré le télétravail, puis ça ne dérougit pas au niveau de cette demande-là. Moi, je reviendrai à ce critère-là. Ceci dit, il faut toujours y aller avec la personnalité aussi de la personne. T'en as qui réussissent très bien en télétravail, t'en as d'autres qui vont être déconcentrés, qui ne seront pas performants. Donc, je pense que ça devrait être laissé, mais d'y aller un peu cas par cas puis de regarder vraiment, dépendamment du type de personne. C'est sûr que c'est dur un peu à gérer parce qu'en entreprise, tu as une certaine équité à conserver. Ceci dit, c'est une façon aussi de garder des personnes en poste, de retenir certaines personnes en poste qui sont excellents, qui sont des top performants. Et les entreprises qui l'offrent encore maintenant en hybride, parce que j'en vois de moins en moins à 100%, mais les entreprises qui l'offrent en hybride encore à ce jour se démarquent des autres. Puis c'est quelque chose qu'on voit énormément, là, même en Estrie. Je le dis à chaque jour à mes clients. C'est un critère. Le hybride devrait rester, selon moi. Penses-tu qu'en contexte de resserrement de marché, les gens auraient, bizarrement, mais auraient plus tendance à se lancer en affaires? Peut-être de bâtir un sideline, disons, contre un technicien comptable, de hey, je vais peut-être aller chercher quelques clients de mon bord, faire de la comptabilité pour des entrepreneurs. C'est comme, est-ce que tu vois un petit peu cette tendance-là ou plus ou moins, c'est vraiment plus... C'est drôle que tu me poses ça parce que oui, je le vois. Je le vois pour mes candidats qui ne travaillent pas nécessairement à 40 heures semaine. Donc oui, je vais avoir une certaine... J'ai quelques candidats parfois, une fois de temps en temps, qui vont me dire « Clémence, là, maintenant, je suis devenue travailleur autonome. » Ça dépend des stades où ils sont rendus dans leur carrière. Ça va plus être mes techniciennes comptables seniors qui vont me le mentionner. Okay. Et donc, ils vont commencer à prendre des mandats comme ça parce que des fois, ils veulent ralentir ou faire un 30 heures semaine, avoir une certaine liberté. Ils sont rendus tellement efficaces dans leurs tâches, ils connaissent bien la comptabilité, ils la maîtrisent. Donc, ils n'ont plus besoin nécessairement de faire un 40 heures semaine. Et là, à ce moment-là, ils se lancent de manière autonome, puis ils me demandent, Clémence, as-tu des entreprises qui peuvent être intéressées parfois à avoir un mandat comme ça? C'est sûr qu'au niveau des entreprises, ça va être les TPME qui vont être les entreprises les plus favorables à ça, parce qu'une grande entreprise, généralement, a besoin de quelqu'un à l'interne. Une grande PME va avoir assez de travail pour avoir une personne en comptabilité complète sur place. Mais encore hier, j'ai vu justement une proposition comme ça qui s'est faite entre une candidate et un client. La candidate a offert de
puisse partir avec ses numéros de taxes, sa compagnie, si on veut, et le client la charge maintenant et non pas comme une employée, mais comme une consultante. Exactement. Exactement. Donc, c'est gagnant pour les deux. Puis moi, j'ai fait l'intermédiaire comme je le fais en temps normal, mais c'est simplement que la candidate, au lieu de travailler à l'interne, elle va devenir consultante. Puis pour elle, ça y procure aussi une certaine latitude qu'elle n'a jamais connue non plus. Donc, ça peut être intéressant. C'est gagnant-gagnant des deux côtés, en fait. Ça peut être une relation très, très avantageuse. Oui, 100%. Ouais, je trouve ça cool que tu amènes ça. Clémence, as-tu déjà vu un candidat qui est rentré dans une entreprise qui était sous-estimée initialement, mais finalement qui a surpris tout le monde? Oui, écoute, je me rappelle, j'ai un candidat en tête. Tu vois, on avait reçu sa candidature et toute l'équipe de recrutement était frileuse à l'appeler parce que son CV se démarquait de celui des autres, mais pas nécessairement de la même façon que ce qu'on aurait voulu. Donc, il avait certains drapeaux sur son CV, il avait certains sceaux familiaux, ce qui faisait en sorte que, bon, c'est sûr que dans notre culture à nous, c'est quelque chose qu'on connaît moins. Donc, les gens ne l'appelaient pas nécessairement. Et j'ai décidé de faire une entrevue quand même avec ce candidat-là. Je lui ai laissé sa chance. J'ai été hyper surprise du candidat qu'on avait. Le monsieur se présentait bien, avait une magnifique communication, des belles expériences d'emploi. Ça a été un coup de cœur. Et honnêtement, je m'étais fait un mandat personnel de placer ce candidat-là. J'en ai parlé à mon équipe de recrutement. On l'avait envoyé en entreprise. Et c'est quelqu'un qui avait fait même plusieurs mandats par la suite pour nous. On avait tellement des bonnes références à chaque fois qu'on continuait de l'envoyer. Et par la suite, je l'avais placé dans un poste permanent. Mais ça a été une histoire que j'ai beaucoup aimée. Parce que si je m'étais empêchée de regarder ce CV-là, ou de contacter le candidat par les images qui étaient différentes, si on veut, pour nous, dans le CV, je serais passée vraiment à côté d'un excellent candidat. Puis j'ai toujours été fière de cette histoire-là parce que c'est important de laisser la chance. Hein, quand on voit un CV, c'est un bout de papier. C'est pas tout le monde qui est bon nécessairement pour se vendre. Ça peut être des candidats qui sont excellents dans leur domaine, mais qui arrivent là, justement en création de CV, de contenu. Ils connaissent pas vraiment ça. En entrevue, c'est peut-être pas nécessairement les meilleurs vendeurs, mais tu peux avoir devant toi le meilleur employé possible. Puis ça a été vraiment une histoire à succès pour moi qui décrit bien justement là, cette pensée-là. Si c'est fun comme exemple parce qu'il faut arrêter de juger sur le papier, là, justement, la couverture du livre, le classique, mais comme, en réalité, c'est ça, il faut rencontrer la personne, puis après, fais-toi une idée. Là. Ça vaut la peine, justement, de... On peut passer à côté de beaucoup de candidats de cette façon-là. Puis c'est certain que même moi, avec mon œil de recruteur, je vais avoir certains CV qui vont se démarquer puis qui vont attirer plus mon œil que d'autres. Des CV allégés, par exemple. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus facile à lire. Mais j'ai toujours été très contente. Puis cette histoire-là me revient en tête. Puis c'est ce qui fait en sorte que je continue justement de contacter même les candidats qui peuvent avoir des CV différents. Je trouve ça très important. Une photo sur un CV, c'est un oui ou c'est un non? Moi, pour moi, c'est un oui. Puis je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais moi, je vois une différence. Parfois, j'ai l'impression que la photo me parle. La photo me donne l'énergie de la personne. C'est quelque chose qu'on voit. Puis je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui est d'accord avec cette vision-là, mais je réponds pour moi, je pense que ça fait une différence. Donc, parfois, le CV, comme je disais tout à l'heure, t'en as qui sont pas très bons pour créer le contenu, qui sont pas nécessairement des bons vendeurs pour expliquer les beaux succès qu'ils ont eu en entreprise et tout ça. Et je trouve que cette photo-là, elle vient parler, elle vient expliquer. Je ne suis pas seulement un bout de papier, je suis une personne aussi. Moi, ça m'a vraiment aidé à rencontrer des candidats que je ne pensais pas nécessairement qui auraient eu des aussi belles compétences. Pourquoi? Parce que leur CV ne les mettait pas en valeur. Mais cette photo-là est venue parler pour eux-mêmes, puis on dirait que ça m'a fait rendre compte, écoute, non, ce n'est pas seulement un bout de papier, il y a vraiment une personne en arrière de ça. Et j'ai eu des belles histoires à succès suite à ça. Mais tu vois, c'est ça, puis dans le marché en général, non, absolument, c'est catégorique, mais tu sais, tu regardes un peu dans le marché en France, peut-être dans européen, c'est plus la norme, fait que tu vois, c'est différent. Ailleurs, c'est la norme, effectivement, en Amérique du Sud, tout le monde met sa photo sur son CV. Puis je trouve que c'est tellement impersonnel de ne pas avoir, tu sais, noir sur blanc, là, à un moment donné, t'en as 15 à regarder. Ben, c'est le fun d'avoir une petite photo, de voir à qui on a... Ben oui, à qui on a affaire, puis de mettre un visage sur une personne. J'ai l'impression que les gens n'aiment pas ça, peut-être au niveau de la diversité et inclusion, parce que, bon... Ils vont mettre la faute là-dessus, là, s'il n'est pas pris. Qui peuvent penser, j'aime pas nécessairement le profil de la personne, ou je sais pas comment les gens peuvent réfléchir par rapport à ça, mais moi, je pense que ça te donne une idée, un ton d'une personne, ça te donne... L'expression faciale. Une énergie aussi, ça met vraiment, clairement, un visage sur un nom. Puis je trouve que ça peut t'aider à connaître la personne dans un contexte où la personne n'est pas nécessairement la meilleure pour se vendre par CV. Au moins, cette petite photo-là vient représenter la personne qu'elle est.
est-ce que tu as un exemple d'anecdote par rapport à un placement d'employé dans une entreprise qui a eu un impact significatif dans l'entreprise et pour lui-même? Oui, absolument. C'est une histoire qui commence un peu drôlement. J'étais à la garderie, j'allais chercher mon fils en fin de journée et il y avait un papa que je voyais à chaque jour qui semblait toujours très, très fatigué. Puis à un moment donné, j'ai eu la discussion avec lui, un peu savoir comment il allait. Quand on est recruteur, on pose souvent beaucoup de questions par curiosité. Il me mentionnait qu'il travaillait de jour, qu'il allait à l'école le soir. Donc, je lui demandais un peu dans quel domaine il était. J'ai su qu'il était en comptabilité et qu'il terminait son bac dans quelques mois. Donc, je lui ai remis ma carte, je lui ai proposé de lui trouver un stage si jamais c'était quelque chose qui pouvait être utile pour lui. Puis est venu le printemps, donc finalement, j'ai trouvé un beau stage dans une grande entreprise en alimentation. Le candidat a commencé comme commis comptable, il est par la suite devenu comptable et à l'heure où on se parle, il est devenu analyste comptable. Puis tu sais, à la base, quand il venait d'arriver, à la base, c'était un candidat qui venait d'arriver ici, donc ça faisait 2 ans là, qu'il était au Canada. Donc pour lui, ça a été vraiment une très belle évolution là, dans sa carrière. Puis à ce jour, je n'ai que de bons commentaires. Donc, ça a été une belle histoire à succès. C'est le fun d'avoir ces histoires-là. Oui. Ton plus gros apprentissage depuis la création de Pure RH, ce serait quoi? Ça serait de dire non à certains clients, d'être capable de respecter ma spécialité qui est vraiment là, la finance, comptabilité, administration. Au départ, quand on se lance, on le sait pas trop, on veut pas dire non, on veut pas passer à côté de... Pas déplaire. Non, exactement. Puis je me rends compte que c'est complètement l'inverse. Plus tu connais ton entreprise, plus tu connais ton produit, plus tu es capable de dire non. C'est ce qui te rend vraiment spécialisé dans ton domaine. Si ça fait de toi un expert et ton client, il veut un expert. En fait, quand il te contacte pour certains postes, c'est qu'il a vraiment besoin de conseils dans ce type de poste-là précis. Puis, il y a une expression qui dit en anglais « less is more ». Donc, parfois, tu en prends moins, tu es vraiment plus spécialisé, mais c'est ce qui fait en sorte que ta business explose justement en lien avec ton expertise. Donc, j'ai vraiment mis sur pied ce système de partenariat-là avec d'autres collaborateurs, d'autres agences, qui fait en sorte que moi, je peux me concentrer vraiment sur ma spécialité. Oui, puis je pense qu'aussi, il y a un lien à faire au niveau de la vente ou de l'approche client, au niveau de la confiance en soi. Quand tu es confiant et que tu sais que ton service ou ton produit amène un impact significatif puis que tu sais qu'il va avoir une valeur ajoutée à faire. Je veux dire, la confiance des couples puis la confiance du prospect ou du client envers toi augmente. Là, fait à la base, dès que tu sais que ton service est vraiment valuable, ben, c'est beaucoup plus facile justement à l'offrir et à l'expliquer. Puis... Oui. Quand tu as vraiment une connaissance de ton produit ou ton service, les clients le sentent. Et je vais être honnête avec toi, les mandats où je dois rediriger le client ou leur dire qu'ils ne font pas nécessairement la bonne chose, que ce n'est pas ce que je pense, que ce n'est pas la bonne stratégie. À 98% du temps, c'est ces mandats-là que je vais combler. Pourquoi? Parce que les gens font affaire avec toi parce qu'ils ont besoin de se faire dire les vraies choses. Ils engagent un expert, ils ont besoin de connaître. C'est un domaine qu'ils ne connaissent pas nécessairement, c'est ton expertise à toi. Donc, en étant capable de dire non et de les rediriger, c'est là qu'on va améliorer ce qui a besoin d'être amélioré pour être capable de placer les bons candidats en poste ou d'obtenir, si on veut, l'objectif de tout ça. Tellement. C'est quoi le côté du métier de recruteur que les gens ne soupçonnent le moins? Oui, en fait, les gens pensent qu'être recruteur, ce n'est que faire des entrevues comportementales. C'est une portion qui est super intéressante, mais quand tu es recruteur, il faut aussi que tu ailles chercher tes mandats, donc tes postes. Donc, tu as vraiment un côté relationnel de développement d'affaires à aller créer avec les entreprises, ce qui fait que si la personne est seulement recruteur, n'aura pas nécessairement la même personnalité que la personne qui fait le cycle complet, qui fait vraiment la roue qui tourne. Donc, moi, dans mon cas, si on prend mon poste, je dois vraiment, aller chercher mes candidats, des candidats que je vais accompagner pour leur proposer des postes, mais il faut que je les ai, ces postes-là. Donc, j'ai aussi tout mon côté relationnel avec les entreprises, aller chercher ces postes-là, faire en sorte que les entreprises me contactent pour ces postes-là. Et il y a aussi un gros côté négociation, un gros côté connaissance de ta spécialité. Parce que tu dois être crédible, connaître vraiment ta spécialité, la comptabilité, oui, mais le marché, ton territoire, qui va venir faire la différence entre une technicienne comptable à Montréal n'est pas payée le même salaire qu'une technicienne comptable à Sherbrooke. Quels sont les avantages à Sherbrooke qui sont offerts, qui ne sont pas à Montréal et vice-versa? C'est en ayant cette connaissance-là, vraiment en étant spécialisé dans ton marché, que tu arrives à répondre aux questions de tes clients puis à devenir spécialiste puis être capable de les rediriger quand eux veulent payer tel salaire, mais non, ce n'est pas le salaire adapté au marché. Donc, le côté insoupçonné de recruteur et le fait que tu dois dire les vraies choses à des propriétaires d'entreprise, des gens là, qui ont beaucoup de vécu, des gens qui sont quand même, qui peuvent être au départ intimidants. Donc, il faut que tu sois habitué à avoir des discussions qui sont difficiles. Parce que plus tu dis les vraies choses, plus tu alignes ton client sur la réalité du marché,
plus ton mandat, tu vas être capable de le combler et plus tu vas être capable de combler, d'envoyer des bons candidats travailler en entreprise. Donc ça, c'est le côté insoupçonné, là, je te dirais, c'est vraiment d'être capable de négocier aussi les attentes salariales, d'aller chercher tes clients, d'avoir des discussions intéressantes et parfois difficiles avec les propriétaires d'entreprise, les gens des ressources humaines. C'est pas facile de faire comprendre à une personne en ressources humaines ou un propriétaire d'entreprise qu'il n'a pas nécessairement les avantages qui sont intéressants à avoir dans le marché si on veut placer les bons candidats. Donc, il faut être capable de les avoir, ces discussions-là. Donc, je te dirais, pour être un bon recruteur ou un bon recruteur à son compte, il faut être capable, oui, de bien lire les gens, de bien être capable de faire des bons maillages parfaits entre les candidats, les besoins des candidats. Pour ça, tu as besoin d'une bonne écoute et la bonne entreprise, la bonne offre que le candidat recherche aussi. Donc, être capable de faire des bons matchs parfaits, mais d'avoir du caractère aussi et envie d'aider non pas seulement les candidats, mais aussi les entreprises pour arriver à ce match parfait-là. Le terme chercheur ou chercheuse de tête, est-ce que tu trouves ça péjoratif selon toi? Est-ce que c'est un terme qui est correctement utilisé? Comment tu vois ça? Oui, c'est sûr que chasseur de tête, ça peut... Ça peut être frappant. Moi, après, j'ai vu ça peut être frappant. Chercheur de tête. Effectivement. C'est un sniper. Effectivement. C'est qu'en fait, c'est pour montrer que quand on va partir un mandat en chasse de tête, ça va vraiment être pour aller chercher un profil ciblé. Donc, exemple, un technicien comptable, moi, j'ai tout un bassin de techniciens comptables. Si tu me demandes un certain analyste comptable qui a tel critère, qui là, ça devient vraiment plus précis, là, je dois vraiment me lancer en chasse de tête. Donc, ça montre un peu la réalité de ce que c'est de la chasse de tête, que tu vas vraiment aller cibler telle personne. Tu n'auras pas un gros bassin pour de la chasse de tête. Tu vas avoir certains profils précis. Donc, à la fois, je trouve que ça peut être beau parce que ça représente exactement une personne qui est propre à l'expertise demandée. Mais effectivement, le titre peut être vraiment frappant. C'est chercheuse de tête, chasse. C'est comme, OK. Chasse de tête. Mais je comprends comment c'est utilisé. Là, ça fait beaucoup de sens. Quand tu as une mauvaise nouvelle à annoncer à un candidat, un poste qui n'a pas été comblé, par exemple, comment tu fais pour garder, rester humain, rester authentique par rapport à ça? Comment tu fais pour gérer ça? Oui, c'est une très bonne question. En fait, ça, c'est la partie pas facile de mon poste, je te dirais, parce que mes candidats, je les aime beaucoup. Je développe des liens avec eux, je développe des relations, on se parle souvent. Je finis par beaucoup connaître un peu même qui ils sont dans leur vie quotidienne, tout ce qui les entoure et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est pas facile de leur annoncer une mauvaise nouvelle. En même temps, je les aide à avancer, à évoluer, parce que quand j'ai un feedback de l'entreprise, si jamais ce candidat-là n'est pas retenu, je vais être capable de le rediriger, de mieux l'aligner aussi selon ce que lui recherche et ses besoins. Mais en même temps, il faut se dire que quand un candidat n'est pas retenu en entrevue, ce n'est pas parce que ce n'est pas un bon candidat. Parfois, c'est simplement que l'entreprise a certains critères pour ce type de poste-là ou qu'il a une équipe, par exemple, qui est calme. Donc, on ne peut pas placer une candidate super bubbly, dynamique dans ce poste-là. Il faut quelqu'un qui s'intègre bien. Donc, il y a vraiment une chaise pour chaque personne. Et c'est là ma facilité. Je me le suis souvent fait dire que j'ai de la facilité à donner des informations qui ne sont pas nécessairement faciles, mais d'une bonne façon. Donc, on m'a déjà mentionné que j'étais comme un gant de fer, une main de fer dans un gant de velours. Donc, oui, c'est quelque chose que je me suis souvent fait dire. Donc, tu utilises les bons mots, justement? Oui, exactement. La manière que c'est abordé, le ton. Je suis quelqu'un, je pense que ça transparaît que j'ai envie d'aider les gens. Je suis quelqu'un qui aime aider les gens. Donc, si je veux être capable de l'aider, qu'elle continue à avoir confiance en elle, tout est une question de lui faire comprendre qu'est-ce qui n'a pas nécessairement fonctionné et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, pour poursuivre le processus. Parce que j'ai vraiment à cœur de placer les gens, mais pas juste de les placer, de les aider dans leur réalité. Je veux qu'ils s'améliorent aussi comme personne et non pas seulement comme professionnels. Donc, pour ça, il faut être vraiment 100% sincère, puis il faut avoir envie de les aider à poursuivre. Et ce n'est pas facile de ne pas perdre confiance dans un processus d'emploi. Un processus d'emploi, ça demande du temps, de l'énergie, ça peut devenir épuisant. En bout de ligne, quand tu n'es pas retenu, je le vois qu'il y a certaines candidates qui vont perdre confiance. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Tout est une question de savoir que ce n'est pas nécessairement parce que le candidat n'est pas bon qu'il n'est pas retenu. Il y a tout un contexte économique aussi. Parfois, il y a certains facteurs. En entreprise, le poste peut changer. Quelqu'un à l'interne peut avoir appliqué sur ce poste-là, ce qui fait que finalement, le poste est sur le hold. Donc, il y a toutes sortes de facteurs en entreprise qui font que la personne n'est pas nécessairement retenue. Ce n'est pas parce que ce n'est pas des bons candidats. Puis ça, il faut vraiment s'en rappeler. Je me fais un mandat personnel de le rappeler à mes candidats souvent pour pas justement qu'ils perdent confiance et qu'ils pensent que c'est toujours eux qui ne sont pas des bons candidats. Est-ce que ça peut être un avantage d'avoir une personnalité plus introvertie dans un entretien d'embauche?
Oui, ça dépend pour quel type de poste. En fait, les gens pensent que souvent, il n'y a que les extravertis qui réussissent bien. Non, pas du tout. Quelqu'un qui est trop allumé, trop dynamique. J'ai déjà eu une candidate qui s'est faite refuser pour cette raison-là, justement parce que l'équipe de comptabilité était plus calme. Donc, quelqu'un qui était trop dynamique, trop bubbly, s'intégrerait plus difficilement dans ce type de contexte-là. Donc, oui, ça peut avoir certains avantages. Puis, à la fois, quand on parle d'un poste qui est analytique, on demande une personne qui a une certaine rigueur. Parfois, ces candidats-là vont être très, très bons, justement, dans les chiffres, dans l'analyse. Ils n'auront peut-être pas la personnalité qui va aller parler à tout le monde, super bubbly, mais ce n'est pas nécessairement toujours qu'est-ce qu'on recherche. Puis, tu sais, personnellement, en tout cas, non, ça, je t'en parlerai pas, excuse-moi. Non, ça, c'est plus moi, admettons, mais tu sais, des fois, on a tendance à beaucoup privilégier ces gens-là, mais des fois, ça peut être loud aussi, des gens trop extravertis. Right? Oui, exactement, puis ça peut faire en sorte que c'est pas toujours nécessairement ce que les gens recherchent, des gens qui prennent trop de place. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est de pas changer, t'es qui toi, dans le fond, mise sur ta personnalité. C'est super important. Puis je vais te parler d'une histoire. J'ai eu une candidate il y a quelques mois qui n'a pas été retenue en poste et elle m'a dit Clémence, qu'est-ce que je peux changer pour être retenue en poste? Puis je lui ai dit non, il ne faut pas que tu changes. Ce que ma cliente m'avait dit, pour ce poste-là, elle avait besoin d'une personne qui était un peu moins douce. Mais quand je dis qu'il y a une chaise pour chaque personne, c'est vraiment le cas. 2 mois plus tard, j'ai eu une chaise où justement j'ai un poste. Excuse-moi, 2 mois plus tard, j'ai eu un poste. Et cette chaise-là est faite pour une personne un peu plus douce, justement. Dans cette équipe-là, elle va bien s'intégrer. Donc, je me suis dit, mon Dieu, c'est l'occasion parfaite. Il ne faut pas se changer au point de se dénaturer. C'est super important 100%. De respecter qui on est. On est authentique. Il y a une chaise pour chaque personne. Il faut juste trouver la bonne. C'est tout simplement ça. Oui, il y a un fit, puis il y a un fit avec l'employeur. Absolument. Et avec toi, qui peut être idéal. Là. Donc, je suis complètement d'accord. Même que ça peut être ça. On dit tellement introverti, il faut que tu sois tout le temps extravagant et tout ça. Pas nécessairement. Là, il peut y avoir il y a beaucoup d'attitudes qui sont valorisées dans certains postes. Là. Non, 100%. Clémence, ce serait quoi tes 3 conseils que tu donnerais justement à quelqu'un qui s'apprête à aller dans un entretien d'embauche? Oui, premier conseil, fais tes recherches. C'est vraiment important d'arriver en entrevue informé. Donc, tu as l'air allumé, tu as l'air débrouillard, tu as l'air surtout d'avoir un intérêt marqué envers l'entreprise et ça, c'est super gagnant. De 2, l'entrevue d'embauche, toujours se rappeler qu'elle ne commence pas au moment où tu t'assois vis-à-vis de la personne. Elle commence vraiment du moment où tu sors de ton véhicule et jusqu'au moment où tu reviens dans ton véhicule. Donc, faire attention à toutes les personnes que tu croises sur le chemin de ton entrevue parce qu'on ne sait jamais si le supérieur immédiat du poste va demander après à la réceptionniste quelle a été son opinion, quel a été son feeling suite à votre premier contact. Et de 3, porter des vêtements qui reflètent vraiment ta personnalité. C'est super important parce qu'à compétence égale avec un autre candidat, ce qui va venir faire la différence en entrevue, c'est ta personnalité. Si on veut ressortir ta belle personnalité, il faut avant tout que tu te sentes à l'aise dans ce que tu portes pour rester authentique et vraiment rester confiant si on veut, puis rester toi-même. Ça serait quoi tes objectifs pour 2025 au niveau personnel et professionnel? Je te dirais, pour 2025, je voulais vraiment solidifier un peu ce que j'ai commencé à bâtir. J'ai vu que ça a vraiment pris un bel essor. Je suis en train de voir est-ce qu'éventuellement, j'ajouterai des gens, comme on parlait tout à l'heure, pour développer peut-être un autre territoire ou autre. Je ne sais pas si je suis encore rendue là. Je suis bien, je te dirais, toute seule avec mon équipe externe, justement. Donc, cette année, je vais un peu stabiliser ça. Je vais continuer mon développement d'affaires aussi dans le centre du Québec. Je te dirais que j'ai un bureau, une construction qui va être mise sur pied bientôt parce que justement, si un jour je prévois avoir des employés, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant. Mais 2025, ça va vraiment être stabiliser les bonnes bases que j'ai commencé à implanter, puis stabiliser mes relations aussi au niveau développement d'affaires avec mes clients actuels, toujours là, en étant capable d'aller en chercher d'autres, mais continuer dans ce que j'ai commencé. Je te dirais, ça va très, très bien pour le moment. Donc, that's it. Ben, je t'encourage là-dedans, puis je suis content de faire partie de l'histoire aussi, de pouvoir t'aider à atteindre ces objectifs-là. Fait que, bon, c'est toujours un plaisir de discuter ensemble de toute manière, créer du bon contenu. Fait que, merci, Anthony. Non, mais Clémence, tu m'as parlé de ça avant qu'on commence à enregistrer en studio, que tu voulais implanter un petit projet vidéo avec tes clients. Tu veux m'en parler un petit peu plus? Oui, absolument. Cette année, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre sur pied. J'ai envie de mettre en valeur les belles entreprises avec lesquelles je fais affaire. Je parle toujours justement des entreprises qui ont un côté humain. C'est vraiment avec ces entreprises-là que j'essaie de m'associer le plus possible pour avoir des belles offres à présenter à mes candidats, justement, parce que c'est un côté important pour moi. Donc, j'ai envie de les faire shiner un peu, ces entreprises-là, de les mettre en valeur. Donc, je vais me promener un petit peu à travers mes entreprises clientes et 1 à 2 fois par saison. Je vais présenter justement
qui sont ces entreprises-là, qui est la personne derrière l'entreprise, Cool. De où est-ce que tout ça, le projet a démarré, parce que souvent, c'est des PME, moi, avec qui je vais faire affaire. Donc, souvent, ça va être le propriétaire de l'entreprise directement avec qui je vais collaborer. Donc, j'ai envie de mettre en valeur, là, vraiment, cette année, ces belles entreprises-là avec qui je fais affaire. Ben, c'est une belle initiative, puis clairement, tu dois être la pionnière au Québec qui fait ça. Donc, j'ai adoré l'idée quand tu m'as pitché ça. Je veux dire, il faut le faire. C'est un beau projet. Mettre en valeur ses clients de cette manière-là. Oui, hey, merci, Anthony.